La source des idées préconçues, à mon avis, est variable et peut être dépendante de plusieurs facteurs. Mais au-delà de ça, par rapport, je pense, plutôt à une mécompréhension de comment notre système en particulier fonctionne, alors à la différence de un peu qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bon, c'est une manque d'éducation qui est en plus, je pense, amplifié par la présence d'histoires et d'images et d'idées qui nous viennent de la fiction. Est-ce que j'avais des idées préconçues en arrivant à la fac de droit? Certainement. En droit pénal, je pense, c'est surtout que je ne connaissais pas grand-chose encore. J'avais une idée, comme tout le monde, que l'intérêt du droit pénal, c'était bien sûr de protéger la personne qui est accusée erronément et donc de faire valoir la personne innocente. Alors que, en fait, quand on commençait à lire les cas, et je pense que c'est ça ce qui m'a frappé beaucoup plus que d'autres choses, c'est que la réalité du droit pénal, c'est que la personne soit coupable ou pas coupable, le contexte dans lequel émergent des poursuites pénales est souvent un contexte qui témoigne de problèmes sociaux et d'autres enjeux au-delà de l'acte même. Si t'es pas d'accord avec ma suggestion, tu peux essayer de te trouver un avocat qui va accepter de présenter une défense. Mais je te le dis tout de suite, celui qui dit que t'as une défense à faire valoir te bullshit. Une preuve d'ADN, c'est quelque chose qui se plante. J'ai déjà vu ça dans une série. Un policier voulait absolument faire incriminer un gars. Bien, il a collecté son ADN en cachette puis il est allé le mettre dans l'auto de la victime. Ce qui ressort, c'est que souvent, on imagine, et ça c'est bien sûr encore le divertissement dans les images qui sont produites à la télévision et le film, c'est d'imaginer le cas extrême, le 0.000%. Oui, il y a des cas où il y a de la preuve qui est plantée sur la scène, où on essaie d'incriminer quelqu'un à tort. Il y a des policiers qui ont mal agi. On lit des causes par rapport à ça. Il y a des cas d'abus et d'erreurs judiciaires. Mais en fait, beaucoup plus fréquemment, c'est beaucoup plus banal que ça, comme j'ai dit. Et en fait, ce qui m'a frappé dans le petit extrait que j'ai vu, c'est l'avocate qui dit à son client « Mais les gens qui vous disent que vous avez une défense, ils ont tort. » En fait, il y a toujours une défense. Et la défense, c'est de dire « On va insister que la couronne fait sa preuve. » Et ça, c'est le moyen de défense par défaut. C'est de dire « On va s'asseoir, on va attendre que la couronne fasse sa preuve. » La fille qui tue sa mère pour l'héritage. Objection. Bon, premièrement, c'est du oui-dire. Deuxièmement, quand c'est question de contexte, on parle pas du mobile du tireur, qui a absolument rien à voir avec l'expertise de la biologiste. Quand on parle de contexte de scène de crime, on parle de position du corps, on parle de projection de sang, de traces de lutte ou de tout autre élément de fait qui permettent de mieux comprendre le déroulement des événements. Bien sûr, on voit une objection. Le témoin expert commence à se prononcer sur le contexte, selon elle, et elle dit que quelqu'un qui tue sa mère pour l'héritage, si je me rappelle bien. Et tout de suite, l'avocat de la défense s'objecte. Et je peux comprendre dans ce contexte-là parce que, en fait, l'expert maintenant ne parle pas de choses qui émanent de son expertise, mais bien qui émanent de son appréciation personnelle des faits. Mais normalement, on dirait une objection, le témoin est en train d'offrir une opinion personnelle. On n'a pas besoin de dire plus que ça. Là, je pense pour des fins dramatiques, on laisse continuer l'avocat de la défense qui rend le procès beaucoup plus théâtral, alors que c'est moins le cas dans la vraie vie parce qu'en fait, les personnages principaux savent exactement qu'est-ce qui est en train de se passer et c'est juste de protéger ça du juré. Qui va parler en votre nom? C'est moi. Quel est votre verdict?
Non coupable. Le moment du verdict, c'est un moment clé. C'est l'aboutissement d'une toute une procédure, d'une série de procédures. Et en fait, il faudrait commencer par dire que arriver à un verdict suite à un procès au fond, c'est la minorité, l'infime minorité des cas. Et donc, il y a toujours une certaine importance associée à ce moment, parce que si ça a tenu la route, si on est allé jusqu'au bout, c'est parce qu'il y avait un réel débat. What color was the light? I take the fifth. Can't take the fifth, Mr. Santana. This isn't a criminal case. What color was the light? Cut me off. You claim to love our legal system so much. Answer the question. What color was the light? What color was the light? Your Honor? Answer the question, Mr. Santana. It just meant so much to me. Alors, la vidéo en question traite d'une situation où on invoque le 5e amendement américain. Je commencerai par déclarer tout de suite que je ne suis pas experte du 5e amendement aux États-Unis. Nous avons également au Canada un droit au silence. Et ceci est en quelque sorte la reconnaissance d'un principe qui est très, très, très ancien en droit pénal, qui dit que l'accusé n'a pas besoin d'aider la couronne à faire la preuve contre lui. Toutefois, en civil, on ne fait pas face à une responsabilité pénale et dans ce contexte-là, on est contraint à témoigner. Je crois que ce qu'on voit dans les différents extraits vidéo que j'ai visionnés, c'est qu'il y a une variabilité dans la représentation théâtrale ou cinématique du droit pénal. Et des fois, ça se rapproche plus de la réalité que d'autres choses. Parce qu'il y a des dimensions, surtout dans la série télévisée québécoise, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de similarités. C'est peut-être aussi parce que c'est dans un contexte juridique où on essaie du moins minimalement de respecter le vocabulaire, les façons de faire.